Alors, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Info 7. Nous sommes là pour décortiquer, comme chaque semaine, l'actualité de la semaine qui reste notamment dominée par la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Constitution de la République démocratique du Congo, cette question qui divise les Congolais, les politiques congolais. Certains sont pour la révision de la Constitution, d'autres s'opposent à cette démarche, d'autres encore veulent une nouvelle Constitution. Et alors, voilà, sur ce plateau, nous recevons pour vous un politique qui nous vient de la famille présidentielle de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Il est secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Nkambere, qui est sur ce plateau, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, Noëlla. Bienvenue dans Info 7. Merci pour l'invitation, surtout pour l'insistance, parce que c'est la première fois que j'ai cet honneur d'être à face de vous dans cette émission. Merci bien pour cette opportunité de vous avoir sur ce plateau pour échanger sur les questions d'actualité. Vous étiez au pouvoir, désormais dans l'opposition, la famille politique. Dans la résistance. Dans la résistance. Alors, vous résistez à quoi? À tous les désordres créés au sommet de l'État où finalement un groupe d'individus s'est accaparé du pouvoir sans passer par des élections régulièrement organisées. Et voilà, donc sans respect de la Constitution, des lois de la République, et on s'est ainsi inscrit dans le schéma de résister contre cette forfaiture, tout simplement. Alors, vous résistez au régime Tshisekedi, c'est ça? Aux actions du régime Tshisekedi. Alors, comment est-ce que nous allons expliquer? Vous parlez des élections chaotiques. Alors, de l'autre côté, on a vu quand même des gens se réjouir. Surtout que ces élections ont été organisées au niveau même communal pour une première après autant d'années. Comment expliquer cela? Est-ce juste parce que vous ne voulez pas? À moins d'une année, madame, je ne sais pas si vous savez retrouver ceux-là que vous dites qui s'étaient réjouis de ces élections-là. Je ne sais pas si vous pouvez entrer dans un sale coin. Mais il y a eu plus de 70%. Mais c'est ce que j'ai dit. À moins de 6 mois, tout le monde sait que le président qui est devenu le plus impopulaire, c'est lui, ainsi que ses institutions. Ah, Tshisekedi est devenu impopulaire. Ainsi que les animateurs de ces institutions-là, parce que dans toutes les provinces, c'est des larmes. Comment vous êtes journaliste? Certainement que vous recensez les plaintes et lamentations de la population. C'est là qui, aujourd'hui, a compris qu'elle a été leurrée dans ce qu'il y a eu comme organisation. Encore que pour nous, ça va un peu plus loin. Plus loin? À partir de la rupture FCC-Cash, que nous avons considéré comme un coup d'État, où, par violation de la Constitution, l'union sacrée a été créée sur la rupture FCC-Cash. Et que donc, partant de ces jours-là, nous pensons que le pays est dirigé sans respect de la Constitution. On a créé à l'Est un état de siège qui ne finit pas et qui justifie tous les malheurs de l'Est, les tueries, l'occupation aujourd'hui. Et on nous a fabriqué ce qu'on appelle la DGALEAC, qui a mis en place une feuille de route, un processus qu'on appelle un processus de Luanda, madame, qui a imposé à notre pays un cessez-le-feu qui ne finit pas. Nous étions même étonnés qu'après qu'il ait signé plusieurs, ce régime de Tshisekedi, plusieurs cessez-le-feu à faveur du Rwanda, parce qu'il a toujours dit que lui, il ne négocierait qu'avec le Rwanda, qu'avec Kagame. Et après avoir signé ce cessez-le-feu qui est à faveur du M23, parce que chaque fois qu'il signe à Luanda un cessez-le-feu, mais les M23 avancent. Mais entre-temps, c'est quand même l'action que le président, dans son dernier discours, vous avez suivi, il a dit que lui soutient à 100% ce processus de Luanda, alors que ce processus-là, la population... Qu'est-ce que vous reprochez à Tshisekedi dans cette démarche? Pas reprocher, madame. Parce que l'Est est occupé par des armées étrangères en dehors du M23. Il y a aussi l'UPDF qui occupe sur base des accords qu'on appelle des mutualisations de forces. Et cette occupation-là fait comprendre à tout le monde, même lorsque nous rentrons dans le débat
des changements de la Constitution. Nous ne sommes Oui, pas nous allons toucher la mais question. en réalité, je suis en train de peindre dans l'introduction la démarche qu'on est en train de voir de ses pouvoirs, parce que tout le monde comprend. Mais pourquoi lorsque il soutient sous la tribune des Nations Unies le processus de Luanda, qui ampute une partie du territoire national, du fait que les FARDC ne peuvent pas attaquer les M23, parce que c'est ça le cessez-le-feu. Et il a dit encore, il a encore confirmé qu'il soutient ce cessez-le-feu. Ça veut dire que les FARDC ne peuvent pas se battre contre les M23. Mais entre-temps, les M23 se confortent. Depuis, si vous prenez la première date de la signature de cette feuille de route, les M23 n'avaient même pas encore traversé, pour ceux qui connaissent la province, n'avaient pas encore traversé la route. Ils n'avaient pris que Bunagana. Ils n'étaient même pas à Jomba. Et Bunagana qui est occupé malheureusement, cette feuille de route-là, ça n'a servi que comme une poudre aux yeux de tous les Congolais. Parce que les M23 n'a fait qu'avancer, malgré les cessez-le-feu, et nous étions étonnés qu'à la tribune de cessez-le-feu, tout ce qui sait nous dire, c'est de dire, je soutiens ce processus-là, et qu'en même temps, quand on nous vient, non, on réfléchit sur la Constitution, et une partie du territoire déjà cédé. Madame, je suis venu exprès avec ce livre. Vous allez voir. Intitulé La République démocratique du Congo et ses 11 frontières internationales. Madame, beaucoup, parce que ce livre, je l'ai acheté hier, il est du professeur Chibangu Kalala. Okay. Parce que la science, c'est la science. Je l'ai acheté hier et rien qu'à... Un livre qui met l'accent sur les 11 frontières de la RDC? Sur les 11 frontières de la RDC. Pourquoi vous l'aviez amené sur ce plateau? Oui, je l'ai amené et je lis. Là, je suis déjà à la page 109, 110 et suivant, où on parle des frontières qui ont été reconstruites ou construites par les Raïs Joseph Kabila Kabange entre 2014, 2015, 2017 et la remise de bornes, c'était lorsque le professeur Mova était VPM à l'intérieur et que James Kabarebe était ministre de la Défense. Je voudrais insister, parce qu'il faut que les gens lisent. Si nous parlons du Congo, c'est qu'au moins c'est lui qui lui a donné les bornes. Parce que c'était depuis qui a donné les bornes 1900. À la RDC? Kabanja. C'était d'abord les Belges, de la volonté des Belges, quand vous lisez ces livres, que le Congo que nous avons aujourd'hui a été constitué dans les frontières qu'il a. Donc la forme de notre pays-là, sans peut-être Léopold D, comme écrit le professeur Kalala Chibangu, peut-être nous ne l'aurions pas si lui n'était pas là, s'il n'y avait pas eu de Berlin, et s'il n'y a pas eu des conventions, par exemple, en 2015, c'est qu'en réalité, les Raïs Joseph Kabila Kabange réalise avant de quitter le pouvoir, c'était de réaliser un travail dont le protocole de matérialisation de cette frontière entre le Rwanda et l'Ouganda, c'était en 1911, madame. Et qu'il était dit qu'il faut vite y placer des bornes. Ça n'avait jamais été fait. Il n'y a que Kabila qui l'a fait. Non, c'est Joseph Parce Kabila qu'ici, qui a fait Voilà. Ici, je suis en train de dire à tous ceux-là qui hier traitaient Kabila de Rwandais, mais qui, lui, jusqu'à 2018, il avait reconstitué toutes les bornes décidées depuis des années 1911. C'est bien écrit dans ces livres. Et si, comme on le dit dans les langages quinois, beaucoup yalupango, ce sont donc ces procès-verbaux-là, ces procès-verbaux de reconstitution ou de construction des bornes à cette frontière-là qu'il faut garder. Alors, vous estimez aujourd'hui que le pouvoir en place ne garde pas cela? En Chita, aujourd'hui, Tshisekedi, lorsque déjà il cède une partie de ce territoire-là, dont les bornes, vous voyez bien les bornes déjà constituées. Assez quand vous voulez les faire. Regardez les bornes qui ont été placées au moins par Kabila. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus ça. Hier, si vous lisez même, vous suivez nous n'avons plus ça parce que
Lui, il dit qu'il soutient le processus de Luanda, alors que nous n'avons plus la partie là. Alors que c'est vous qui avez amené les Rwandais dans ce pays, c'est comme ça qu'on vous accuse. Plus d'un Congolais l'affirme que... Il devait maintenant avoir honte quand Tshisekedi est au pouvoir, tout ce qu'ils ont dit ces histoires-là hier. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle du Rwanda, la première fois qu'on en parle au niveau politique, c'était sous Mobutu. Depuis des années 1975, il y a d'ailleurs un évêque Kondi Munyamulenge qui a encore affirmé: nous devons respecter les Congolais qui nous ont donné la nationalité. C'est sous Mobutu. Comment les gens peuvent toujours raconter les histoires que c'est Kabila qui est venu avec des Rwandais, alors que l'histoire est encore récente, 1972, par le comité national d'IMPR. On accorde collectivement, on prend la décision d'accorder collectivement à tous les ressortissants du Rwanda au Burundi. On ne parlait pas de Banyamulenge. À 72, madame, la chambre des commissaires du peuple qui était là, ils votent une loi où on fait insérer l'article 15 bis dans la loi sur la nationalité pour accorder collectivement la nationalité à cette catégorie de personnes qui étaient ici censées être là comme des réfugiés. Donc on accuse à tort Joseph Kabila qui n'est pas responsable. Que ce soit la nationalité aujourd'hui, maintenant c'est lui qui veut leur donner la terre, c'est maintenant encore une fois. La fois passée, c'était les pères avec Mobutu et les autres qui ont donné la nationalité collectivement. Aujourd'hui, c'est maintenant les terres qu'on est en train de laisser entre les mains. Et qui laisse les terres entre les mains? Le régime Tshisekedi. Enfin... Madame, Messieurs... C'est encore à expliquer avec le processus de Luanda où on voit bien ce qui se passe entre Macron et le président Lorenzo du Luanda. C'est le triangle de la mort de notre pays qui était décidé déjà en 2016 lorsque tous ces gens étaient dans la rue pour crier « touche pas à ma constitution », Kabila avait... c'est pas moi, avait fait le troisième mandat, s'éterniser au pouvoir, et ils ont obtenu qu'en réalité, lorsqu'ils partent... Mais c'était quand même une bonne pression sur vous. Hein, et aujourd'hui, le pays, nous ne l'avons plus dans toutes ces frontières. Je vous ai montré un livre qui parle de 11 frontières, que Tshisekedi, avant de parler de la Constitution qui est aussi là, nous disent ici, nous avons encore ces 11 frontières-là. Donc le régime Tshisekedi devra dire au Congolais si les 11 frontières... sont encore Joseph Kabila sont encore là. En tout cas, une question en suspense. Madame, messieurs, on prend ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. On se retrouve juste après pour un autre débat. Un grave naufrage est survenu ce jeudi 3 octobre sur le lac Kivu, dans la ville de Goma. Un bateau avec à son bord plusieurs dizaines de personnes a chaviré à quelques mètres du port d'Ekituku à l'ouest de la ville où il devait accoster. Plusieurs dizaines de passagers se sont noyés malgré l'intervention des secouristes. Le bilan provisoire fait état de 23 morts, 58 survivants et des pertes matérielles, comme l'a communiqué le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Ekuka Lipopo. Consterné par ces drames, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se dit meurtri par ces drames. Dans un communiqué rendu public par la présidence, le chef de l'État a adressé ses condoléances aux familles des victimes et a salué la bravoure des forces armées de la République démocratique du Congo ainsi que d'autres éléments qui ont permis de secourir et de préserver la vie de certains compatriotes. Il a également instruit les autorités compétentes, tant au niveau du gouvernement central que provincial, à prendre toutes les dispositions utiles en faveur des personnes touchées par ce drame. Une enquête a été ouverte sous l'autorité du vice-premier ministre des Transports en vue d'élucider les causes de cet accident malheureux et de prendre des mesures strictes afin que pareil drame ne se reproduise plus, peut-on lire dans ce communiqué. Les cas de naufrage sont devenus récurrents en République démocratique du Congo. Pour résoudre ce problème, le ministère des Transports a été saisi. Après avoir attiré toutes les caméras du monde avec les Jeux Olympiques, Paris est de nouveau le centre d'attraction du monde avec la tenue du 19e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie.
C'est à 90 km de Paris, au Centre international de la langue française à Villers-Cotterêts, que les chefs d'État ou leurs représentants des 88 pays membres se sont donné rendez-vous pour parler politique, culture et langue au sein de la francophonie. Chef d'État de l'un des plus grands pays francophones du monde, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli par le couple présidentiel de France et le secrétaire général de la francophonie, un protocole exceptionnel réservé à tous les chefs d'État. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo et une trentaine de ses collègues ont assisté à la cérémonie inaugurale marquée par les prises de parole du président Emmanuel Macron et de la secrétaire générale de la francophonie. Les deux personnalités sont revenues sur les valeurs collectives que partagent les pays membres de l'EIF au-delà de la langue française. Organisé sous le thème « Créer, innover, entreprendre en français », la tenue de ce sommet est considérée comme une réponse aux enjeux très concrets à l'heure notamment du tournant numérique et de la montée en puissance de l'intelligence artificielle, un tournant que veut s'approprier la francophonie. L'un des temps forts de la journée inaugurale a été la passation de la présidence tournante de l'EIF entre la Tunisie, pays sortant, et la France, pays entrant. Dans la soirée de ce vendredi, tous les chefs d'État vont partager un dîner avec leur hôte Emmanuel Macron à l'Élysée. La nouvelle du décès du basketteur international d'origine congolaise Mutombo Dikembe a attristé les Congolais. Les Quinois rencontrés ce jour saluent le parcours de ces fils du terroir qui a su élever plus haut le drapeau de la RDC aux États-Unis d'Amérique et comme partout où il est passé. Jean-Paul Langa, ancien basketteur, lui se souvient de sa jeunesse qui a été marquée par le talent de la légende Dikembe. Je garde beaucoup de souvenirs de Mutombo Dikembe. Ça m'a vraiment démoralisé d'apprendre ça parce que je me rappelle, au moment où j'étais joueur, j'avais acheté un catch Adidas au numéro 55, dont c'était le numéro de Mutombo Dikembe. J'étais très heureux pendant ce moment-là. Au moment où j'ai joué au basket, j'avais le nom de Mutombo Dikembe sur les catchs que je portais Adidas, numéro 55. Donc nous avons perdu un grand qui a laissé aussi des empreintes au niveau national, surtout au niveau international. Tout en saluant sa mémoire, ces hommes estiment que les œuvres laissées au pays par l'illustre disparu continuera de parler en son nom. En tout cas, c'est une triste nouvelle pour la République démocratique du Congo qui a perdu un digne fils de ce pays, qui a fait l'honneur de ce grand pays en jouant au basket aux États-Unis. Mutombo Dikembe, c'est une star internationale. Donc là, nous venons encore de perdre une star, une personnalité dans le monde sportif. Vraiment, c'est une triste nouvelle pour nous. Absolument oui. Je sais que il a un grand hôpital qui porte le nom de sa maman, Biamba Marie Mutombo. Je crois que c'est cet hôpital-là qui va chaque fois nous commémorer ce qu'a été cette grande star-là. Rappelons que l'homme de 2,18 mètres, le basketteur de la NBA et légende Mutombo Dikembe, qui meurt à ce jour, est né le 25 juin 1966 à Kinshasa. Il avait souffert d'une tumeur au cerveau. L'homme part à l'âge de 58 ans. Alors, Madame, Messieurs, je rappelle que notre invité de ce jour est un ancien ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, comme on appelait avant. Alors, aujourd'hui, Ferdinand Kambere, le ministère du Travail s'est vu détaché de la Prévoyance sociale qui est désormais rattachée au ministère de la Santé publique. Comment est-ce que vous trouvez cette démarche du régime Tshisekedi avec le gouvernement souminois? Bon, c'est maintenant, j'avoue que c'est maintenant que j'entends parler de ça. Et ça me surprend quand même que le gouvernement souminois fasse une confusion entre une matière qui est rattachée au travail et avec le ministère de la Santé publique. Ce sont des ministères différents et je pense
enfin, je ne sais pas la réaction des syndicats, je ne sais pas si... Il y a des syndicats qui ne sont pas d'accord avec cette démarche parce qu'ils vont accepter ça, parce que la prévoyance sociale, comme vous le savez bien, c'est d'abord ces moyens qui est... ces revenus qui est au moins organisé pour couvrir un certain nombre de risques sociaux, mais des travailleurs liés au travail. Et que cela, c'est des années que ça s'est fait. Et qu'il y a toute une politique du travail et de l'emploi que le gouvernement doit maîtriser. Nous avons la CNSS, qui est, par exemple, une institution qui, justement, gère les cotisations de ces travailleurs-là. Est-ce que maintenant la tutelle aussi va changer pour aller au ministère de la Santé? Est-ce qu'il y a des risques? Le ministère de la Santé a déjà assez de problèmes. Je crois que quand on veut penser lui donner une certaine politique, il faut réfléchir autrement et non prendre les finances qui sont des revenus, hein, parce qu'ils sont... La prévoyance sociale est financée par quoi? Elle est financée par les cotisations sociales des employeurs et des travailleurs. Sauf s'il y a aussi des... comment on les appelle, des assurés autonomes qui ont des travails indépendants sans être d'une entreprise, mais qui peuvent aussi adhérer à la caisse pour commencer à cotiser en tant qu'indépendant. Mais ça n'a rien à voir avec le ministère de la Santé. On comprend bien que... Ou c'est une démarche politique? Non, ça veut dire que les risques, c'est les risques du dérapage qu'il peut y avoir, où le ministère de la Santé commence à utiliser les revenus des travailleurs et des employeurs. Alors qu'il est constitué pour un peu promouvoir l'emploi. L'emploi, c'est pour que nous ayons des travailleurs à bonne santé et sans accident, et qui ne peuvent pas perdre l'emploi. Et pour couvrir tous les risques autour du travail, on a organisé, c'est la prévoyance qui organise cette politique où on essaie de prévenir avec ce fonds-là. Alors, si vous êtes demandé aujourd'hui... Vous savez, l'exemple de notre pays, c'est parce que j'ai eu l'avantage de diriger ce ministère de l'Emploi. Je sais ce qu'on a fait comme réforme pour lui redonner peut-être plus ou moins... En votre temps? En notre temps. Alors, qu'est-ce que vous avez laissé comme réforme? Mais je n'étais pas que là, j'ai eu aussi l'avantage d'être ministre des Affaires sociales. Ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. La solidarité nationale, madame, lorsqu'on comprendra, c'est elle peut-être qui peut couvrir aussi ces risques. Parce que si vous voyez bien qu'en réalité, c'est tout membre d'une société qui doit bénéficier. C'est son droit le plus légitime qui est reconnu par la Déclaration universelle des Nations Unies, je crois l'article 22, qui demande à ce que tout un membre de la société, que la société mette en place des mécanismes de solidarité pour couvrir un certain nombre de risques par rapport à lui. Ça veut dire qu'il peut ne pas être travailleur, il peut être simplement un indigent, il peut être. Mais ça, c'est aux affaires sociales aussi. Mais aujourd'hui... Qui, à 82, Mobutu aussi avait commis une erreur de supprimer le ministère des Affaires sociales pour tout confier au ministère de la Santé. Mais quel est d'abord même le rôle du ministère? Je voudrais terminer de là pour confier toutes les attributions du ministère des Affaires sociales, solidarité à la santé. Ça, c'est Mobutu. Mais ça fait, je crois, plus ou moins 4 ans, lorsqu'il fallait reprendre cela, parce que le ministère des Affaires sociales, en réalité, s'occupe aussi d'une catégorie de la population qui, par exemple, ne parviennent pas à se payer les soins de santé dans les hôpitaux. C'est des indigents, comme on l'a dit. Parce qu'on voit il y avait dans l'administration, le ministère des Affaires sociales est là justement pour répertorier la catégorie des indigents. C'est là qui ne sont pas capables de couvrir, par exemple, de s'assurer les soins de santé. Parce qu'on voit quand même ils doivent être identifiés, mais l'État doit être capable aussi de subvenir à leurs besoins.
Mais ça, c'est le ministère des Affaires sociales. Vous ne pouvez pas les confondre avec. Donc, le ministère de la Santé, normalement, est prestataire des services de santé à faveur de la population. Ceux qui les financent doivent être en dehors. Ce ne peut pas le même ministère de la Santé qui sera prestataire des soins de santé et qui va être aussi gestionnaire des moyens qui doivent être donnés pour financer ces prestations. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller alors au gouvernement? Non, c'était une fausse route. C'était une fausse route. Je ne sais pas si les syndicalistes vont suivre ça jusqu'à quand, mais j'ai toujours plaidé pour que le ministère des Affaires sociales ait sa place, qu'on reconnaisse sa place, pour qu'il ait la capacité. Et regarde ce que nous venons de suivre là. Les catastrophes qui se sont passées. Les naufrages. Hein? Il y a des catastrophes naturelles. Plus de 15 personnes qui ont perdu la vie. Il y a eu des morts dans les cas des déplacés. Il y a des inondations qui emportent les biens, qui emportent les vies. Aucune planification au niveau du gouvernement. Et ça devient pas par rapport à tout ça. Et ça, c'est le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire, qui doivent se préparer à des cas pareils. Et non faire du méli-mélo où vous prenez les fonds du travailleur, vous les amenez à la santé, après ça sera quel fonds qu'il faut amener encore à la santé. Alors vous avez suivi quand même... Il faut plutôt une collaboration. Le monde est en deuil. Mutombo Dikembe, ce basketteur de renommée internationale qui n'est plus. Quel souvenir vous gardez quand même de ce Congolais qui a apporté le drapeau de la RDC au-delà des frontières? En tout cas, une icône que je crois le pays a perdu, parce que nous inaugurons son hôpital quand je suis déjà ministre des Affaires sociales. Je me rappelle quand on se mettait à côté de lui durant toutes ces cérémonies-là. Ils ne sont pas nombreux qui, bien que partis de ces pays pour réussir la vie ailleurs, qui pensent revenir investir dans leur propre pays. Et puis des œuvres sociales. Ça veut dire les œuvres en faveur des catégories défavorisées. Je crois que c'est un homme qui se repose, qui va se reposer en paix. Et que, vous savez, des gens comme Mutombo Dikembe ne sont pas nombreux. Et je crois que ces œuvres sociales à faveur de cette catégorie de personnes vont continuer à les faire revivre dans nos pensées, dans nos mémoires. Et que le ciel l'accueille favorablement. Alors bien, paix à son âme, Mutombo Dikembe restera bien sûr gravé dans les cœurs des Congolais à travers ses œuvres. Alors Ferdinand Kambere, aujourd'hui il y a deux voix qui estiment qu'il fallait bien que Tshisekedi arrive, parce que les choses ont essayé de bouger. La gratuité de l'enseignement des bases est devenue aujourd'hui effective. Plus d'1 million des enfants congolais qui ont repris quand même le chemin de l'école. C'est que Joseph Kabila Kabange n'a pas pu faire. Comment est-ce que vous réagissez à ces allégations? C'est une blague, Noëlla. Une blague? Je pense que tu es en train de blaguer. Hein? On ne peut pas vanter cette gratuité qui est en train de faire sombrer l'éducation dans notre pays. Et je ne sais pas si on continue avec, apprenant tout à la légère, tout comme de la blague, si on arrivera à laisser au moins nos successeurs qui vont nous succéder. Nous sommes en train de partir. Mutombo qui meurt à moins de 60 ans. 58 ans, si je ne me trompe. Voilà. Nous sommes en train de partir, nous devons préparer les générations futures pour nous succéder. Sinon, si on se comporte comme ça, sacrifiant l'éducation, simplement par des slogans sans contenu, ça ne va pas. Fallait-il pas commencer quelque part alors que la gratuité de l'enseignement, c'est d'abord dans la Constitution, promulguée constitutionnelle. Et Kabila, quand il lance ça, il ne sait pas, il n'a pas embrassé tous les bras en même temps. Il fallait être méthodique. Qu'est-ce qu'il avait commencé? Il y a eu plusieurs programmes, notamment le programme de construction des écoles, même si peut-être l'objectif qui était de construire 500 qu'on n'est pas arrivé, plutôt 1000 écoles. Soumatata qu'on est arrivé peut-être à plus de 500, je n'ai pas les chiffres en tête. Mais l'idée, c'était toujours, lorsque vous voulez accueillir les enfants, mais qu'ils aient de l'espace pour s'asseoir
Donc, qu'ils aient des vous avez commencé par les infrastructures. Étudier. Bien sûr, parce qu'il faut commencer par là. Il faut commencer par l'amélioration des conditions de travail et des enseignants. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec toutes ces réclamations et menaces de la guerre, de la grève? Et il faudra aussi signaler qu'il y a des écoles qui sont en grève. Hein. Il y a des enseignants, des inspecteurs. Oui, c'est pourquoi je dis, est-ce qu'on est en train de parler sérieusement ou... Mais entre-temps, on ne sent pas réellement que les gouvernements se sentent responsables de tout ça. Mais entre-temps, quel est l'effort? Parce que dans l'entretemps, il fallait poursuivre la construction des écoles. On ne l'attend que peut-être que dans la bouche, mais la réalité sur le terrain, c'est quoi? Donc c'est un échec total, comme tous les autres programmes, Messajou, Chile-Gelou. Un échec total. Total. Est-ce que Ferdinand Kambere, vous le dites parce que vous êtes dans la résistance ou parce que vous ne voulez pas reconnaître quand même que les efforts du régime Tshisekedi? Bon, les faits, vous savez, nous, juristes, on dit les faits sont têtus. Et les faits parlent d'eux-mêmes. Vous pouvez bien les cajoler, les cacher, mais quand ça va exploser, ça sera le fait. Hein? Si demain on apprend qu'il n'y a pas école, si demain vous apprenez que les enfants rentrent, ça ne sera pas Ferdinand, ça ne sera pas le PPRD, ça ne sera pas Kabila. Ça sera simplement un gouvernement irresponsable qui a tout embrassé et donc qui a mal été et que voilà. On ne sait plus par où toucher. Maintenant, ça devient l'exquise et c'est Kabila. Ça devient, il y a la guerre, c'est pas moi à l'Est. Mais fallait-il pas quand même commencer lorsque plusieurs observateurs affirment que vous aviez laissé la RDC dans un trou profond? C'est quel trou dont on parle? Parce que c'est facile de parler, surtout les régimes Tshisekedi. Même quand ils sont au pouvoir, ils considèrent toujours comme s'ils étaient dans l'opposition. Ah, le régime Tshisekedi. Oui, oui, oui. L'UDPS considère toujours comme... Ils se comportent comme s'ils étaient en opposition. Comme à l'époque où ils étaient à l'opposition. Oui, parce que finalement, on en a marre avec cette politique des boucs émissaires où après 5 ans d'un mandat échoué, raté, il faut chercher maintenant des justifications. Voilà, 18 ans, vous ne pouvez pas parler. Si nous ne savons pas avancer, c'est la Constitution qui est mauvaise. C'est des boucs émissaires. C'est pas la Constitution? Quoi? Qui a fait quoi? Oui, qu'est-ce qu'on reproche à la Constitution? Elle a fait quoi, la Constitution? Ok, on revient sur ces débats de la Constitution juste après ce dossier. Personne n'est contre la révision de la Constitution. On doit bien s'entendre. Parce que la Constitution prévoit des dispositions qui peuvent être révisées et des dispositions qui ne peuvent pas être révisées. Comme vous l'avez dit, vous avez dit, M. Augustin Kabouya aurait. Non, il l'a dit. Ah, il l'a dit. Parce que vous mettez au conditionnel. Ouais. Il l'a dit. Il a dit bien que pour eux, sur papier, le président a un mandat de 5 ans et qu'en pratique, il n'a un mandat que de 3 ans et qu'il faut toucher à cette disposition. Alors, ce que je dis, c'est que vous avez là affaire à des personnalités qui sont en train, en fait, de nous dire que nous allons changer le mandat présidentiel. La durée du mandat présidentiel et nous allons changer cette constitution en touchant à ce que le peuple congolais avait dit qu'il ne faut pas toucher. Mais ils ont été élus par le peuple, il paraît. Ils ont été élus par le peuple. Mais le peuple ne s'est pas dédié jusqu'aujourd'hui. Et il faut considérer que cet article 220, c'est le fondement même de la stabilité du Congo. Ok. Et que pour y toucher, il faut avoir un peu plus de précautions. Et pour y toucher, il faut que ce soit dans l'intérêt du Congo et non pas des individus. Et là, les compteurs vont être rabattus à 0. Ça veut dire en d'autres termes que le président Tshisekedi peut postuler pour un autre mandat, à part les 2 mandats. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que le président Kabila aura aussi la possibilité de revenir.
Dès que la Constitution change. Ah oui. Sauf si on y met des conditions d'exclusion qui ne vont pas être acceptées par tout le monde. Donc, il faut penser à ça. Deuxième chose, notre pays, c'est un pays aux équilibres fragiles. Il ne faut pas que ceux qui en veulent à notre pays, des Congolais comme des étrangers, trouvent cette opportunité pour dire ils veulent s'éterniser au pouvoir, donc nous pouvons les faire partir du pouvoir par n'importe quel moyen. Et moi-même qui vous parle, je vois sur cette vidéo au moment le pauvre André Mbata, il avait dit que c'était la meilleure constitution. Je n'ai encore rien dit. Mais tout simplement pour dire qu'en français facile, lorsqu'on vous dit que c'est quand vous comparez à celle de 60, 64, 67, là qui concerne la transition, c'est la meilleure. Mais la meilleure ne signifie pas qu'elle est éternelle. Non, ça c'est vraiment le français facile, parce que j'ai vu sur certains réseaux sociaux le pauvre Mbata, je sais ce qu'ils veulent, mais la meilleure ne signifie pas qu'elle est éternelle. Mais je ne veux pas aller plus loin que cela. Je vais vous demander d'être patient. Pourquoi je vais vous demander d'être patient? Vous savez, en dehors de cette fonction politique, comme scientifique, professeur des universités, je dirige un institut. L'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique. Et vous le savez, depuis 2010, l'IDGP à mon institut a toujours organisé le 18 février une conférence sur la constitution de la République. Et parfois on s'étonne des réactions des gens. Chaque année, comme l'année prochaine, on dit voilà, il y aura une conférence sur la constitution, une conférence scientifique. Nous demandons à toutes les personnes qui ont des idées sur la constitution qu'ils y viennent, qu'ils envoient même leur communication. Ils ne viennent pas. Le débat sur la constitution ne peut pas être le débat de Facebook ou de TikTok. Non. Un joyeux dimanche dans cette partie de la commune de Lemba qui a vécu l'arrivée à la fédération de Moamba dans une ambiance extraordinaire. De l'élite de la circonscription, secrétaire général de l'UDPS faisant fonction du président Haï. Ce 29 septembre, les succès n'ont fait que s'enchaîner pour Augustin Kabouya, dit Mwanabouté de Félix Tshisekedi. Après hymne du parti, parole à Mathieu Kassanda, le président fédéral est revenu brièvement sur la rencontre de vrais présidents fédéraux de l'UDPS avec la cofondatrice Marthe Kassalou en guise de restitution. Mesdames, Messieurs, qu'est-ce que je peux vous dire? À partir de notre passage là-bas, Botika la Koyeba que Lokuta et Sili, parce que ils n'ont pas respecté la maman. Et j'ai posé la question, Namboui Patrick, est-ce que Ngaï, la fédération à Moamba, Natena Kabarignote, après ses réponses à l'objet, Ngala Kedekete, et la maman de dire, mais si Ngaï Kedekete, n'est pas parti à Koufa la base. Donc, pour le secrétaire général de l'UDPS, il est temps de faire fi de cette provocation qui ne fait que détourner la dynamique du parti de son objectif. Ngaï, comme responsable du parti, c'est dans cette optique qu'Augustin Kabouya va en guerre contre ceux qui tentent de dénaturer le propos du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi au sujet de la révision constitutionnelle. Comme le président de la République, Augustin Kabouya est aussi favorable à la révision de cette loi fondamentale de la RDC. Boyoki Batuba komi la campagne Yamabe contre Tata Mokonzi École autour de la révision constitutionnelle. Révision constitutionnelle et ça est pas dénaturer Makambouana te. Ngamoko Nazalaki informateur. Nayebi balakin o ezana kati ya constitution pour la formation kaka ya gouvernement. Bako consommer 6 mois mobimba ezokende na ofele. Kanda obaisa kabino ke ezaka 5 ans, ezaka 50 te. Ezalaka 4 ans. Puisque la 5e année, c'est une année électorale, au bâtiment sur Bazalakata, combattant pour quitter, nous pépésons comme un maman à gauche, comme un maman à droite. Est-ce que la constitution a bon mot? Bisous de Kondimaka, est-ce que la bon mot? Alors, c'est une question qui refait débat dans plusieurs bureaux, discussions et échanges, mais aussi sur plusieurs plateaux.
La révision de la Constitution de la République démocratique du Congo, pour certains, le changement de la Constitution de la RDC pour l'adapter aux réalités même du pays. Et Ferdinand Cambéré, que pense votre parti, le PPRD, de cette question? Bon, c'est... on est étonné que... Étonné? Étonné, simplement que... Qu'est-ce qui vous étonne? Que ce débat perdure. Ce débat perdu, ce n'est pas la première fois qu'ils en parlent. La première fois, c'est pas dans quel pays où était Félix, en Europe là-bas, où il avait annoncé qu'il va créer une commission pour réfléchir. Lorsqu'il s'entretenait avec la diaspora. Diaspora, encore une fois. Et c'est la diaspora qui avait formulé cette demande de la révision de la Constitution. On sait comment ça s'est fait avec des fanatiques là. Ah, donc qui vous sont l'aviez aussi fait. Vous l'aviez aussi fait parce on que est vous en dites politique, que on madame. sait comment ça s'est fait. Oui, mais quand il est chef de l'État dans une réunion avec une diaspora qui lui est fidèle, c'est qui? Ce sont ses membres du parti. Ce sont ces membres du parti, de l'IDPS. Ce n'était pas une institution. Alors, donc, qu'est-ce qu'on veut encore nous apprendre? Donc, c'est une vieille question et qui avait été démontée. Aujourd'hui, maintenant, ils sentent que ça devient peut-être tard pour eux de changer et qu'ils veulent changer dans la première année de ces mandats. De ce deuxième mandat. Mais vous l'aviez aussi souhaité en son temps lors du dernier mandat de souhaiter, ça Joseph signifie Kabila. quoi? Kabila a déjà vous avez cédé tenté le pouvoir. Vous avez tenté quand même en son temps de changer la Constitution. En quel endroit? Je crois que c'était votre conseil, bien qu'elle soit des peaux blanches, c'était quand même votre conseil à qui on a remis la copie de la Constitution lorsqu'il voulait poser cette question-là. Il ne faut pas prêter à Kabila des intentions qu'il n'avait pas. Ah, Kabila n'a jamais en tout cas, il n'a jamais dit ça. Il a dit à quelle occasion qu'il faut réfléchir sur la modification de la Constitution, à quelle occasion. Alors que pensez-vous de cette démarche? Ne voyez-vous pas qu'il faudra changer la Constitution ou réviser? Vous savez, d'abord, il y a la confusion qui est dans la tête de l'IDPS où, en même temps qu'il parle de la révision, mais en même temps, vous la voyez parler des matières qui sont des changements. Mais la révision, c'est quoi? Les changements, c'est quoi? Je crois qu'il faut que l'IDPS la prenne. Alors, dites-nous, c'est quoi? La révision, en réalité, elle est prévue dans la Constitution du fait que, déjà, avec l'article 220, la Constitution prévoit qu'il y a des matières précises à ne pas réviser. Ce qui fait de notre Constitution une Constitution pas entièrement rigide. Ça veut dire que la Constitution elle-même a laissé des matières qui sont révisables. Et des matières qui ne sont pas verrouillées. Mais pour les matières non révisables, la Constitution est claire. C'est par exemple la forme républicaine de l'État. Et là, il y a une grande confusion. Laquelle? Parce que la forme républicaine de l'État, c'est quoi, madame? C'est le choix qui a été établi pour que nous restions un pays indivisible, mais dans une forme où les provinces auront une autonomie, et c'est défini à l'article 3 de notre Constitution. Les provinces vont avoir une autonomie. S'il faut que je lise. Donc les provinces et les entités territoriales décentralisées ont une autonomie de gestion par des organes locaux. Parce qu'ici, on est en train de vouloir parler des nominations. Ici, ce n'est pas des organes locaux, parce qu'on doit faire attention. Et les gens commencent à dire ici, non, il faut peut-être permettre au président de nommer des gouverneurs. Voilà. L'autonomie, ça c'est dans la forme républicaine de l'État qui est consacrée dans notre Constitution, où l'article 3, alinéa 1er, dit que les provinces et les ETD sont dotés de la personnalité juridique et sont gérés par les organes locaux. Ça devient, on a reconnu
à ces provinces-là, à ces entités, provinces et ETD, une forte autonomie vis-à-vis du pouvoir central. Ça signifie qu'on a construit l'État à 3 niveaux. Au niveau du pouvoir central, au niveau du pouvoir provincial et au niveau des ETD. Ça fait pour moi un triangle et la base est constituée par les provinces et les ETD. Il faut que ça se tienne. Et ça, c'est ce qui est prévu dans les matières révisables. Dans les matières non révisables, c'est la forme de l'État, c'est la forme républicaine de l'État. L'État se constitue, se retrouve à 3 endroits, à 3 niveaux différents. Et les éminents professeurs comme Vundwao, ils vous disent, lorsqu'on est à ça, on est dans ce qu'on appelle le régionalisme, on est dans l'antichambre du fédéralisme. Et donc, quelqu'un ici ne peut pas venir nous raconter sa vie pour que le président de la République soit la personne qui va commencer à nommer des gens dans les provinces. Mais c'est comme ça se faisait du temps de Mobutu. De Mobutu. Oui. Et là, c'est encore... Je suis en train de voir, l'IDPS allait plus loin que la dictature de Mobutu parce qu'au moins les MP avaient des organes centraux qui géraient le pays. Donc c'est ce qui est caché derrière. C'est ce qui est caché, la démarche cachée derrière. Mais la dictature, c'est même en dehors de tout ça, parce que même les réunions sacrées, regardez comment chacun a son propre discours. Ils n'ont même pas un seul comité central où on peut considérer qu'il y a eu peut-être un organe central qui s'est mis en place et qui a boutiqué les choses. Non, ici ça va dans tous les sens. C'est chacun qui se réveille. Tantôt, c'est la lettre du ministre du VPM de l'Intérieur qui autorise une association de commencer la campagne de la révision. Tantôt, hier, c'est le vice-président de l'Assemblée nationale, mon ami, le professeur Tchilumbaï, qui est là pour aussi dire à sa manière... il a dit à sa manière, c'est pas la réalité. À sa manière, chacun ici cherche à raconter sa vie. Mais c'est comme on dirait aussi que le PPRD... totalement en dehors de la Constitution. Mais totalement en dehors. Qu'est-ce que vous pensez de cette Constitution? La Constitution, là, on doit la préserver parce que c'est la première qui nous a assuré une alternance au sommet. On ne doit pas toucher à cette Constitution. Et que donc, au moins, ce qui a été recherché depuis 60 ans, depuis 60 ans, 1960, c'est au moins Kabila qui a, lui, réussi à relever les défis. Kabila a relevé le défi. Mais bien sûr, parce que c'est la première alternance. Et qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est en train de vouloir passer sous les tables, sous des combines, pour fabriquer ce qu'il cherche à appeler tantôt changement, tantôt révision. Mais en réalité, ça dit aux gens, mais on voit là où ils veulent aller. Ils veulent aller où? Ils veulent aller, ce qu'on voit là. Non, sans être prophète, tout est dit par eux. Déjà, Kabouya était dans une matinée, c'est pas moi, Alain Bala, Dale Mouamba. Vous avez senti qu'ils veulent revenir avec la même personne. Ils commencent à vous dire ici, ils parlent déjà du mandat. Du mandat de 5 ans qui est insuffisant et tout ça. En réalité, c'est 4 ans. Alors que tout le monde l'a vu, il justifie même le fait qu'il ait été nommé informateur. Il connaît les réalités. Il connaît les réalités. Et son mandat a été renouvelé justement pour que ce soit un cas didactique. Qu'on va commencer à présenter. La démarche est quand même longue lorsqu'il faut aller nommer la... Non, et là, on ne triche pas comme ça bêtement. Ah, on ne triche pas. On ne triche pas bêtement avec les peuples congolais. Et en train de vouloir tricher, c'est ça? Tout simplement en démocratie, lorsqu'on fait des plateformes, on fait des regroupements politiques avant les élections, c'est pour réduire ce temps. Et ici, ils n'avaient même pas de concurrence quand ils sont allés dans les élections. Ils ont signé, je crois, en dernière minute. Attendez, il n'y avait pas de concurrent alors qu'il y avait Martin Fayoulou, il y avait quand même Moïse... il a eu quel pourcentage? Mais ça, c'était justement des gens qui sont venus en dernière minute pour légitimer. C'était pour légitimer. Mais ils ont toujours été des lignes sacrées. Ah, Martin Fayoulou. C'est toujours le plan de Genève. Parce que lorsqu'on a compris qu'eux aussi sont allés participer à ces élections, alors qu'on savait que c'était des élections dans un pays en guerre, on ne pouvait pas organiser des élections. Mais curieusement, le M23 a cessé de tirer. Et de notre côté, on s'est contenté de ça. Ils ont tous fait la campagne. Ils se sont promenés partout là-bas. Est-ce que vous pouvez
comprendre quelque chose d'autre, sinon qu'un arrangement, comme disent certains de l'Union sacrée. Vous parlez d'un arrangement entre Moïse Katumbi, Martin Fayulu, entre tous tels qu'ils étaient à Genève. En tout cas, ce qui est en danger, c'est la partie Est qui est occupée aujourd'hui par les armées étrangères. Parce qu'au moins, eux, ils ne savent même pas quand est-ce que ça va finir. L'Assemblée nationale, la nouvelle, avec Mbosso, c'était on renouvelait chaque 15 jours. Avec celle qui est venue, malgré tous les discours, regardez mes lèvres, moindre escarmouche, avec ceux qui sont là aussi, 15 jours renouvelle, 15 jours, on ne sait même pas. Il revient de la tribune des Nations Unies, il dit je soutiens à 100% le processus de Luanda. On est dans quoi? Ferdinand Cambéré, on revient quand même sur la question de la Constitution. Aujourd'hui, le PPRD regarde les choses de loin avec son FCC et que Joseph Kabila Kabange... vous regardez de loin? Vous êtes dans la résistance? Alors... Je ne peux pas amener tous ces livres-là sur les frontières du Congo pour rappeler que c'est Kabila, après l'accord cadre d'Addis Abeba de 2013, après avoir défait les M23, et après avoir fait signer à Kagame et à Museveni de quitter notre territoire et de respecter d'autres pays et de ne plus jamais soutenir des groupes armés, que le travail de matérialisation de notre frontière entre le Rwanda et l'Ouganda a été fait par Kabila. Depuis quand? Donc, accord cadre de 2013, 2014, on commence ce travail de la commission technique mixte entre l'Ouganda et le Rwanda pour placer les bornes. Et les bornes ont été placées. C'est un processus qui a pris. C'était quand même en pleine collaboration avec le M23. Ça fait mal, ça fait mal, Noëlla, que ceux qui étaient à l'opposition, la première chose qu'ils ont fait, c'est d'appeler les M23 ici pendant 14 mois. Alors, ça fait mal, Noëlla, parce que ceux-là même qui étaient à l'opposition, M23 occupe et qui les soutient pour occuper l'Ouganda et le Rwanda. Mais ils vont quand même signer avec l'EAC. L'EAC vient avec le Kenya ici. L'EAC nous annonce que les FARDC ne devront jamais attaquer les M23. Alors nous allons revenir sur cette question, mais on finit d'abord le débat. Que le débat, ça devient maintenant la Constitution. Ouais. La Constitution qui n'est plus dans ses frontières, parce que ce n'est pas pour rien que je suis revenu sur l'article 3. Pour montrer, par exemple, la province du Nord Kivu est où? Lorsqu'ils veulent réviser la Constitution. Alors qu'ici, on a parlé des provinces qui doivent être gérées, qui ont leur capacité juridique et qui doivent être gérées par les organes locaux. Aujourd'hui, c'est un militaire qui gère la province. Ça veut dire déjà, on a perdu ça. L'Ituri, la même chose. Mais c'est ce que j'ai dit. Ouais. Alors, vous voyez, madame, vous faites bien de les rappeler, l'article 219. De cette constitution-là. Aucune révision, madame, ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant un site. Aucune révision. Pourquoi le gouvernement qui ne sait pas mettre fin? C'est ce que dit la Constitution. Mais si on ne sait plus la respecter. Que le régime Tshisekedi est appelé à respecter. Voilà, parce qu'il a prêté serment encore une fois, la deuxième fois, sur la même constitution. Et pourquoi il doit être le premier à appeler les gens à réfléchir? Il devait plutôt être capable de réunir les gens pour qu'on récupère Bunagana, pour qu'on nous dise comment on va récupérer Bunagana, comment on organisera plus de mauvaises élections. Et toutes ces réflexions-là étaient valables que de réfléchir sur la modification ou le changement de la Constitution. Mais Ferdinand Cambéré, vous devez quand même être content parce que cette démarche va vous permettre, à Joseph Kabila Kabange de revenir au pouvoir, non? J'ai suivi mon ami, le président de la ZADO, Maître Jean-Claude Katende, tout à l'appuyer sur une partie de sa dénonciation de cette position de l'IDPS. Parce qu'en réalité, nous l'avons déjà dit dans certains médias, même quand ils parlaient de dialogue là, en réalité, nous voyons bien qu'ils sont en train de vouloir recruter des gens et peut-être former des institutions et Darda qui vont les aider à mobiliser la population pour être derrière les changements et donner un troisième mandat à Félix. Ça ne passera pas. Mais c'est une bonne occasion. Pour ça, Jean-Claude, j'ai dit,
Mais là où je ne suis pas d'accord avec... là où je ne suis pas d'accord avec Jean-Claude, il dit, mais si on change cette constitution, ça va même permettre aussi à Kabila de revenir. Voilà. Donc Kabila peut facilement rentrer. Ça m'a fait Parce que maintenant, Kabila ne peut plus rentrer au sommet de l'État. Les gens ne doivent pas utiliser des noms de Kabila pour vouloir obtenir n'importe quoi. Alors donc c'est fini pour la carrière politique de Kabila? La constitution est claire, l'article 70 ne dit pas ce qu'est alors que dit l'article 70 de la Constitution? L'article 70 est clair, je vais lire pour l'intention de vos nombreux téléspectateurs. Allez-y. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. C'est ce que Kabila a fait. C'est ce que Kabila a fait. Mais maintenant, ça fait le premier mandat, il n'est plus au pouvoir. Maintenant, c'est le deuxième mandat, il n'est pas au pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quelqu'un peut me dire ce qui l'empêche de revenir aujourd'hui? Ah, donc, les prochaines élections, Kabila sera dans la course? Mais en tout cas, s'il veut bien revenir, rien ne lui empêche. Surtout pas cette constitution. S'il veut revenir, il n'y a rien qui l'empêche. Sur base de l'article 70 et de pas la ceux-là qui disent non. Kabila peut revenir lors de prochaines élections, c'est ça? Absolument. En tout cas, il a tous ses droits de rempiler comme il veut 10 ans après. C'est son droit. Il n'y a rien dans la Constitution qui va l'empêcher. Il n'a pas besoin que cette Constitution soit changée comme ce qu'ils veulent. Dire, nous allons utiliser... Ils sont en train de dire quoi? En vertu de l'acte contraire, l'article 5 de la Constitution qui dit que c'est le peuple qui est souverain, et donc le peuple peut aussi demander que cette Constitution soit changée. Non. Les changements... Non. Alors, qui peut demander le changement de la Constitution? Les changements de Constitution dans tous les pays, dans toute l'histoire. J'ai un peu suivi Mbata aussi qui commence à revenir un peu sur ces paroles. Mais il reconnaît quand même que la Constitution reste la meilleure. Il l'a dit encore qu'il reconnaît quand même que la Constitution actuelle de la RDC reste cette fois-ci en union sacrée, il est en train de mettre maintenant l'eau dans le moulin pour préparer les gens à un discours qu'il va donner demain. On sera bien content de savoir ce qu'il va dire. Et surtout aussi à ses étudiants. Qui peut demander la révision ou le changement de la Constitution? Non, la révision, on a dit, c'est le mécanisme constitutionnel. Voilà. Et le changement? Mais alors que les changements arrivent souvent lorsqu'il y a des événements, souvent par exemple, des révolutions, des bouleversements des institutions, où on suspend les institutions et la Constitution. Ça veut dire l'ancienne, pas la nouvelle vient. C'est peut-être ça qui veut dire que, en disant qu'elle est meilleure, je n'ai pas dit qu'elle est éternelle. Mais pour changer la Constitution, vous devez justifier. En tout cas, ce n'est pas le président qui a prêté serment, qui doit, lui, commencer à faire la campagne du changement de la Constitution. Sinon, il viole encore une fois l'article 69. Qu'est-ce dit l'article 69? L'article 69, il est le garant, madame. C'est lui le garant. C'est lui qui doit protéger cette Constitution. Le président de la République, l'article 69, le président de la République, il représente la nation. Il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Ceux qui sont en train de rêver de la changer, c'est ceux qui font des rébellions, par exemple, contre le pouvoir en place. Mais l'UDPS l'avait quand même dit lorsque ce débat a commencé que ce n'est pas Félix Tshisekedi, c'est la diaspora, comme je le disais tantôt. Et la diaspora qui est quoi? De l'UDPS. Qui avait demandé la révision de la Constitution. Sous un parlement debout à Limité ou dans la diaspora, c'est toujours le parlement debout, c'est toujours l'UDPS. Ça change quoi? Il doit veiller, madame, à ce que cette constitution... Parce que même quand il faut parler du peuple, et que c'est par la voie référendaire, mais qui convoque les référendums? C'est le président. Il va, lui, alors qu'il n'a trouvé nulle part dans la Constitution où il lui est permis de changer la Constitution, convoquer le peuple pour qu'il revienne sur une Constitution qui nous permet à ce que nous n'ayons plus de président à vie, de président éternel. Tu fais un premier mandat, tu échoues.
ou si tu n'as pas échoué, que tu te donnes un deuxième, comme c'est le cas, après le deuxième, monsieur Zoa Bissakanayo Kende. Ah. C'est tout. C'est ça la Constitution. Il a dit lui-même hier. Peuple oyo, bozo nyokola. Bolingi susubo utilisé qu'un peuple wana. Après Sabino troisième mandat, c'est lui Félix qui le disait. Mais là, il ne savait peut-être pas que demain, ça sera lui le président. Maintenant que c'est lui le président, qu'il prenne un peu de temps pour revoir ces vidéos. Il a encore la confiance du peuple congolais. De qui? De l'IDPS. Peuple congolais. Là, on voit on a vu Kabouya. Mais parlons quand même de vous. Et l'autre là, qui est, je ne sais pas si c'est le frondeur, je ne sais plus qui est le vrai secrétaire général quand il parle. Non, vous ne connaissez plus qui est qui. Oui, à l'IDPS là, elle est partie au pouvoir. On ne sait plus. Mais qu'ils arrangent d'abord leur propre maison, qu'ils arrangent, qu'ils organisent leur propre union sacrée, qu'ils aient un discours. Parce qu'à ce moment-là, ils feront face au peuple qui va leur demander, vous cherchez quoi? Vous avez fait des mandats. S'ils vont réussir à le faire. Alors, mais il ne faut pas provoquer comme ça l'eau. Vous l'aviez dit que rien n'empêche Joseph Kabila Kabange de revenir au pouvoir. En tout cas, rien. Kabila Kabange va revenir pour offrir quoi au peuple congolais? Parce qu'il a eu plus de 10 ans. Ma foi, laissez le peuple apprécier. Nous sommes d'abord dans une première étape où vous dites qu'il ne peut pas revenir. Où Jean-Claude dit que si vous changez la Constitution, vous allez permettre à Kabila de revenir. Non. S'il veut revenir, ce ne sera pas parce qu'il faut que Félix change la Constitution. S'il veut revenir, ne changez pas la Constitution et il reviendra. Il n'y a aucune disposition qui lui interdit de revenir. Donc Kabila n'a rien à voir, rien à foutre avec la Constitution, mais c'est lui. Comment rien à foutre? C'est son bébé. Il est jaloux de ça et il ne permettra pas à quelqu'un... C'est-à-dire qu'aucune disposition de la Constitution n'interdit à Kabila de revenir. Ça ne lui interdit ni à aucun autre Congolais. Ça ne dépend pas de la... Ni à aucun autre Congolais. Lorsqu'il a été président de la République, il a eu le premier mandat. Il a renouvelé. On ne l'autorise qu'à renouveler une fois. Une fois. Il se repose. Il s'est reposé et il peut revenir dans la course. Et il peut revenir. Et on est élu sur base d'un programme, s'il présente son programme et que lui est accepté, et que lui a tous les atouts. Il a tous les atouts, madame. Kabila a tous les atouts. Bien sûr, je suis en train de vous montrer les 11 frontières. À part les 11 frontières, mais le ventre affamé, la pointe d'oreille, il l'a laissé dans cet état. Il a laissé, un ventre affamé. Il a laissé les codes miniers. On a fait ce qu'on veut aujourd'hui. Il a laissé 6 communes. On a fait ce qu'on veut pour se distribuer des jetons. Non, justement, il a laissé ceux qui affament les ventres là, ce sont ceux qui détournent et qui n'ont aucune justice pour les sanctionner. Mais certains observateurs affirment que le temps de Kabila, c'était la dictature, que quand on détournait, personne ne pouvait en parler. Ah là là, moi je connais énormément de procès, je connais déjà qui ont été, je connais un ami qui est aussi à l'Union sacrée. Un directeur de cabinet qui a été arrêté, en prison du temps de Kabila. Révoqué et emprisonné, mon ami Philippe Oudji. Alors on parle de quoi? Les gens aiment qu'on cite tout le temps les noms des amis. La réalité est là, c'est que sous Félix, on a vu des ministres révoqués pour immoralité ou pour détournement. On les a vus. On a vu un directeur des cabinets envoyé en prison. Ouais. On a vu des ministres envoyés en prison. Mais bien sûr. Mais sous le temps de Kabila, qu'est-ce qu'était l'IGF? L'IGF a dû fonctionner pas comme maintenant, où on ne voit que des dénonciations, mais en réalité, personne en prison. Tous ceux qui détournent, ils sont où? Ces millions qui devaient servir pour la gratuité de l'enseignement, pour améliorer... Mais l'IGF ne fait que son travail. C'est simplement dénoncer et ne pas être capable... Pardon? L'IGF qui était étouffé du temps de Kabila. Étouffé en quoi? Parce que l'argent n'était pas aussi détourné. Tu avais entendu au temps de Kabila des détournements de millions. Du temps de Kabila, il n'y avait pas de détournement, c'est ça? Il y en avait où? Chez qui? Il n'y en avait pas. L'argent servait aux 5 chantiers. L'argent servait au programme qu'il y avait. Donc du temps de Kabila, on ne détournait pas. À organiser des élections. Donc le temps de Kabila, c'était la transparence. Madame, si toi tu connais un cas, c'est un dossier, non? On vous accuse par quoi? D'avoir été dictateur. C'est facile. Tout le monde tremblait parce qu'il s'agissait du raïs, personne ne pouvait parler. Comme aujourd'hui, c'est la liberté. Un dictateur, tu le connais, qui a laissé le pouvoir à un opposant. Tu le connais? Tu peux me citer un camp dans le monde
d'un dictateur qui, lui, d'abord, a laissé tous les opposants organiser leurs programmes, leurs manifestations. C'était pas facile, hein, parce que Katumbi était... C'est où que les élections sont faciles? Aux États-Unis, en France? Les élections partout au monde, ça a toujours été des moments de grands tumultes. C'est normal. Mais appeler Kabila dictateur, c'est être de mauvaise foi. Sinon, peut-être un sorcier. Vous avez vu un dictateur qui laisse un pouvoir à un opposant? Mais enfin, on parle de quoi? Et parlons-en de l'humanisation des cachots de l'ANER et tout ce qui ressort avec le dossier Jacques Ndala. Vous comparez quel régime et quel régime? C'est des traitements dégradants, inhumains. Ce genre de pratiques sexuelles, de violences qu'on fait subir comme ça à des opposants, aux gens qui n'ont pas la même opinion que le pouvoir. Et vous avez suivi qu'il y a un procès par rapport à ça? Vous avez suivi que rien que parce qu'on a tiré sur le président Trump en campagne, les têtes sont tombées. Depuis qu'on a parlé du cas de Jacques Ndala, vous avez appris qu'il y a des démissions, là, à l'ANER? Vous avez appris? La justice est en train de faire son travail. Noëlla. Madame, messieurs, voilà. On prend ce troisième dossier. Je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative, car pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements, qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence, mais moi, comme toujours, et avec tous mes compatriotes, j'ai toujours eu les bras tendus, les bras ouverts pour parler avec quiconque le voudrait. Donc ici, je voudrais vous informer que ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique qui est la nôtre. Donc il n'y a pas une telle initiative qui soit en chantier quelque part. Donc ceux qui parlent du dialogue, bon, ils parlent peut-être de leur volonté à vouloir parler avec nous. Et là, je le dis, la disponibilité est là. Tout compatriote congolais a droit au débat, a droit au chapitre, a droit au dialogue avec même le chef de l'État s'il le désire. Mais évidemment, en tenant compte du respect de nos lois, du respect de la bienséance et ne pas venir avec des menaces ou des vociférations pensant pouvoir intimider. À Kinshasa et à l'intérieur du pays où je vais en visite souvent, je me demande, mais qu'est-ce que ce peuple a fait pour mériter une telle souffrance? Et ce qui avait été affirmé il y a 6 mois, mais je le maintiens, avec la seule différence que les choses ne s'améliorent pas. Mais je ne saurais pas répondre au nom de la justice, mais de mon point de vue, j'ai lu ce document qui a circulé sur le réseau, comme tout le monde. Mais je n'avais jamais reçu une convocation depuis la sortie de ce document pour me demander d'aller me justifier devant qui que ce soit. Je sais seulement que quelque temps après que ce document ait été publié sur le réseau, j'avais demandé et obtenu de rencontrer le chef de l'État parce que ça faisait beaucoup de bruit autour de cette publication. Et il m'a reçu, nous avons parlé avec lui pendant presque 2 heures. Et là, je le remercie pour ça. Et cette rencontre avait permis de clarifier beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, à la sortie de cette rencontre, il y avait beaucoup de choses qui relevaient de malentendus. Moi, je crois que s'il y avait meilleure communication, peut-être il y a beaucoup de choses qui auraient été clarifiées. Ce serait une erreur de précipiter le départ de la MONUSCO
dans le contexte actuel. Pour nous, actuellement, comme Église, nous prions et nous encourageons les dirigeants de la sous-région à prendre au sérieux le contexte actuel, qui est quand même un contexte de dialogue. Le processus qui se fait actuellement à Luanda, sous la guidance du président Lorenzo, nous nous appuyons, nous soutenons cet effort. Mais ça doit être un dialogue vrai, sincère, où on pose les vrais problèmes pour que le moment où on trouvera un accord, que ce soit vraiment une base pour un nouvel avenir pour la sous-région. Un vivre ensemble qui s'appuie sur un socle solide. Monsieur Félix Tshisekedi a communiqué avant de faire son tapage là. Oui, oui. Il avait communiqué avant. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit on lui aurait proposé l'idée du dialogue, oui, mais il ne voyait pas comment dialoguer. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit non. Par le père de la Senko. Il n'a pas dit non au dialogue, mais il a dit il va dialoguer avec qui? Parce que Fayoul ne veut pas lui reconnaître la fonction du président de la République. Fayoul a dit il peut dialoguer, c'est-à-dire il accepte la demande de Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi dit non, il n'a pas de raison de dire. Mais il fallait dire ça au prêtre. Mais il dit que dans les pays, il n'y a pas de crise politique. Non, mais voilà pourquoi je dis qu'il n'est pas sérieux dans ce qu'il dit, maman. Comment pouvez-vous expliquer? L'Église catholique vient auprès de vous pour solliciter votre implication dans la convocation du dialogue. Vous n'avez pas refusé l'idée du dialogue. Il n'avait pas refusé là-bas. Il a dit, pour dialoguer, il faudrait que les autres parties soient consentantes. Fayoul est d'accord et lui dit, non, il n'avait jamais eu l'idée de dialoguer. Mais il fallait dire ça au prêtre. Parce que le prêtre allait savoir que s'il n'y a pas de dialogue, ce n'est pas parce que Fayoul refuserait de reconnaître à Félix Tshisekedi les statuts de président, mais parce que Félix Tshisekedi n'en veut pas et ne voit pas l'opportunité. Devant cette ambiguïté, cette ambivalence, ça démontre à suffisance que Félix Tshisekedi n'est pas assez sérieux pour être chef de l'État. Mais ça donne l'impression d'avoir en face quelqu'un qui n'est pas assez stable dans ses convictions. Félix Tshisekedi ne veut pas les dialogues avec Fayoul. Moi non plus. Je ne peux pas demander à la classe politique d'aller dialoguer avec un monsieur qui n'a jamais respecté sa parole. Je ne peux pas demander, moi, à la population, de soutenir l'idée du dialogue avec quelqu'un qui a comploté contre la République. Nous allons dialoguer avec des criminels. Mais à la fin, il y aura quoi? On va accorder un chèque en blanc à tous ceux qui ont violé la loi. Ne pensez pas qu'on va innover. Ne pensez pas qu'on va inventer la roue. Non, nous avons eu des dialogues. C'est grâce au dialogue que les criminels tels que Bemba, Mboussa Nyamwisi, Roger Lumbala et consorts ont été amnistiés. Ils sont aujourd'hui au pouvoir. Alors Ferdinand Cambéré, je pense que les Congolais qui sont en train de nous suivre veulent quand même le savoir. Comment se porte l'autorité morale du Front commun pour le Congo? Joseph Kabila Kabange. Il se porte à santé de fer, il se porte à merveille. Alors, s'est-il exilé ou comment? Parce qu'on n'entend presque plus parler de lui. Mais pourquoi? Parler de lui, c'est parler de son parti politique. En tout cas, à ce qui concerne la phase politique. Même la vie aussi de la RDC. Comme ailleurs, on voit quand même des anciens présidents qui s'expriment. Mais Joseph Kabila Kabange a décidé de garder le silence sur toutes les questions d'actualité de la RDC. Mais les gens auraient voulu qu'il s'exprime de quelle manière? Parce que même quand il ne s'exprime pas, que c'est son parti qui s'exprime, mais les pouvoirs, la personne de Joseph Kabila Kabange parlait quand même. Les pouvoirs, parlait de la guerre. Les pouvoirs prennent quand même c'est plaisir de l'accuser pour n'importe quoi. Et ça, il ne dit rien. Il ne communique pas. Il ne parle pas. Oui, mais ce qui avait dit qu'à une certaine catégorie, parfois le silence est une façon de nous dire que ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas, ou affirmer que ça c'est pour les Congolais? Non, Noëlla. Alors la passion du Congo d'Iraïs
lui impose ce silence-là, surtout à ce moment où laisse que ceux qui ont beaucoup parlé sur la gestion du pouvoir sont au pouvoir. C'était important qu'ils se taisent et que les Congolais le voient gérer les pays. Même lorsque sa conseillère en communication a annoncé avec pompe que Joseph Kabila Kabange devrait parler. Mais il parlera. Mais vous croyez qu'il ne parlera pas? Il parlera. Mais quand est-ce qu'il va parler? Mais laissez-le. Il choisira un moment important. Et à quand son retour au pays? En tout cas, c'est lui-même qui sait. Il choisira le moment. Mais quant à l'expression de ce qu'il a comme ligne de conduite politique par rapport à la situation du pays, il n'a jamais été absent. C'est exprimé par les communiqués de presse signés par les FCC. Et nous sommes dans les médias pour relayer toute notre volonté. Donc c'est cela. Et est-ce que l'un de ces 4 matins, Joseph Kabila Kabange pourrait rencontrer Félix Tshisekedi? Bon, ça dépend de ce qu'ils vont parler. En tout cas, c'est un président en fonction, un président honoraire. Et pourquoi ils ne se rencontreraient pas? Hein? Si c'est pour parler du Congo et du bien du Congo, je crois que le RAIS a toujours été disposé. Sinon, il aurait demandé à son parti politique ou à sa famille politique de disparaître. Alors, depuis sa famille politique est là. Depuis ce divorce FCC cash, est-ce que Kabila et Tshisekedi se parlent au téléphone? Je ne sais pas. C'est vrai. C'est une relation entre deux personnes, je ne sais pas. Alors, vous avez suivi. Félix Tshisekedi n'est pas d'accord avec la proposition de Martin Fayulu de dialoguer. Pensez-vous que la République démocratique du Congo a une crise institutionnelle comme l'affirme, comme les pense aussi Martin Fayulu? Oui. Pas seulement Martin Fayulu, mais nous l'avions dit déjà. Lorsque nous avions refusé de participer à cette supercherie électorale, à cette comédie électorale, nous l'avions déjà affirmé qu'en réalité, Félix est en train de plonger le pays dans la crise lorsqu'il veut organiser des élections non consensuelles. Et c'est là. Et le premier qui a dit après cette forfaiture, qu'il a annoncé sous la place publique, c'était le secrétaire général Kabouya, qui a dit qu'il a annoncé des zones de turbulence dans les jours à venir. Et nous étions encore au mois de février, Madame, 2024. Vous pouvez imaginer ça? Donc la crise, en réalité, on peut dire que c'est Martin qui en parle, mais eux-mêmes sont conscients. Qu'il y a une crise. Mais sinon, pourquoi ils parlent du changement de la Constitution? Pourquoi? Ils veulent obtenir quoi? Donc, mais pourquoi ils parlent qu'ils soutiennent un processus de Luanda? Pourquoi? Dans le FCC, est-ce qu'ils ne savent pas qu'il y a une partie, le territoire national est amputé de sa partie Est? Vous êtes favorable au dialogue? Quel dialogue? Le dialogue proposé par Martin Fayulu? Enfin, nous, jusque-là, on n'a jamais compris comment un opposant serait le premier à proposer un dialogue, apparemment à parfaite harmonie avec ceux qui dirigent. Mais ça les dit clairement. Et voilà maintenant qu'ils ont dit que ce n'est pas venu d'eux. Voilà tous les soupçons. Donc vous n'avez pas confiance à Martin Fayulu? Pardon? Vous n'avez pas confiance à Martin Fayulu? Ici, ce n'est pas un problème de confiance. Alors? Ici, c'est un problème d'un pays en crise. Un pays où la population ne sait plus à quel sens se vouer, comme l'a dit le cardinal Fridolin Ambongo. On ne sait plus qui fait quoi. Alors, si lorsque tout le temps, parce qu'entre-temps, il dit, bon, le dialogue, ce n'est pas son initiative. Mais entre-temps, il continue avec son idée de la création de la commission sur la Constitution. Donc, en réalité, cette commission qui était créée déjà à l'époque a travaillé pendant tout ce temps et qu'ils ont un projet et ils cherchent comment les sortir brusquement. Alors et on tente. Peut-être par Martin. Et nous avions soupçonné Martin, peut-être qu'il voulait l'utiliser, mais lorsque, peut-être grâce à notre intervention pour dire, attention que personne ne vous utilise, soit vous avez alerté Martin Fayulu? Tout le monde. Vous avez alerté tous les opposants? Nous ce n'est pas Martin Fayulu qui est notre problème. Notre problème, c'est les régimes qui ne savent plus quoi faire. C'est les régimes qui plongent. Le régime est limité, c'est ça, vous voulez dire? Pardon? Vous voulez dire que le régime Tshisekedi est limité?
Il entretient la crise, madame. Alors comment sortir de cette crise? Mais c'est à eux de demander, parce que toutes les propositions sont refusées. Mais ils proposent alors là, le changement de la Constitution. Martin qui vient vers eux, déjà ils viennent de les plaquer. Tu vois, au moins lui voulait aller vers eux. Et puis ils disent non, nous on ne connaît pas cette histoire. Si vous venez, venez vous agenouiller et puis nous allons voir ce que nous pouvons vous donner. Mais voilà. Vous refusez le changement de la Constitution, la révision, non, vous n'êtes pas d'accord. Bon, là, Tshisekedi n'est pas d'accord avec le dialogue, mais finalement, vous êtes conscient qu'il y a une crise. Et comment sortir de cette crise? Oui, si lui-même savait qu'il n'y a pas de crise et que en refusant lui-même le dialogue que lui proposait Martin Fayulu, ça veut dire que si pour lui il n'y a pas de crise, pourquoi il parle de la révision de la Constitution? Il veut changer quoi? En perspective, ils attendent quoi? Les zones de turbulence annoncées, parce que bon, jusque-là, on a vu les prisonniers être assassinés. Si on voit les Ouazalendou là-bas, bon, les naufrages, c'était les naufrages, même si on les a annoncés quand même sur plusieurs cours d'eau dans notre pays, mais c'est quand même de pleurs. Mais surtout lorsqu'on voit la communication qui suit après, où on minorise les victimes alors que les deuils sont un peu partout, madame. Pourquoi? Pour se donner une morale ou un moral juste là qu'on fait bien le travail? Alors, vous avez évoqué la question de cette tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. C'est vous qui l'appelez comme ça, le ministre de la Justice avait dit qu'il n'y avait pas eu tentative. Alors, vous voulez dire, qu'est-ce que vous voulez insinuer? Non, je ne sais pas, parce que nous, on suit les critiques, on suit la communication du gouvernement, où il y a eu plusieurs contradictions. Alors, que pensez-vous? De quoi? J'ai condamné, je n'ai pas pensé. Quelqu'un qui est déjà détenu, il a le droit d'être sécurisé. Ah, vous l'aviez été aussi à un moment, non? Mais c'est ce que nous disons. Quelqu'un est déjà en détention, il a besoin de conditions carcérales qui sont bonnes, et il doit être sécurisé. On ne peut pas aller tirer sur les gens alors qu'ils sont en détention. Des femmes violées. Et encore plus grave, vous imaginez, utiliser le sexe de la femme comme outil d'intimider, ou de cérémonie, ou de quoi, on ne sait pas. Et quelle lecture faites-vous de cette situation? Ça ne fait que signer les chaos dans lesquels se trouve notre pays. Je crois que le cardinal aussi a eu des mots juste en disant les gens ne savent plus à quel sens c'est vous. C'est cela. S'il y avait un gouvernement qui s'occupe des préoccupations de la population, est-ce que le cardinal pouvait dire la population ne sait plus à quel sens c'est vous? Le cardinal l'avait aussi dit lorsque vous étiez lors de votre dernier mandat. Bon, s'ils l'ont dit et qu'ils le disent aujourd'hui, hier ils étaient avec ceux qui dirigent aujourd'hui. Mais tu comprends bien qu'il y a crise. Qu'ils comprennent peut-être qu'ils ont exagéré à l'époque, qu'aujourd'hui c'est pire. Il y a eu aussi cette crise. Parce qu'ils étaient ensemble. Mais on vous a également vu ensemble à un moment aux côtés de Martin Fayulu et d'autres opposants dans la rue. À quelle occasion? Ah oui, là c'était en 2019, je crois, ou 2020. Vous avez fait front. Que devient votre alliance? Mais c'était parti en fumée lorsque justement il fallait organiser les élections et que nous n'étions pas d'accord de la mise à place de cette CENI quasiment, et que les gens se sont séparés. Bon. Et ils ont préféré aller participer à ces processus-là. Nous, on est restés dans la résistance, madame. Dans la résistance. Yeah. Madame, messieurs, on prend ce dernier dossier de Info 7. Je crois profondément que la francophonie, oui, est un lieu où nous pouvons ensemble porter une diplomatie qui défend la souveraineté, l'intégrité territoriale partout à travers la planète, qui porte le même discours aux côtés de l'Ukraine, agressée aujourd'hui, menacée dans ses frontières et dans son intégrité territoriale par la guerre d'agression russe, mais qui défend une vision où il n'y a pas place au double standard, où toutes les vies se valent pour tous les conflits à travers le monde. Et nous tous croyons à la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Sommes convaincus qu'il ne pourra y avoir de paix au Proche-Orient sans solution à deux États.
Nous tous, nous tenons aux côtés de nos frères arméniens pour le respect de leur souveraineté, de leur intégrité territoriale. Nous tous, nous tenons aux côtés du peuple ami libanais, aujourd'hui bousculé dans sa souveraineté et sa paix. Nous tous, nous tenons aux côtés aussi de la souveraineté de tous les peuples et de tous les États du Pacifique, qui doit être une région apaisée et où nulle puissance ne saurait remettre en cause cette paix par des provocations territoriales ou quelques reprises d'essais que ce soit. Nous portons en nous ces valeurs humanistes qui nous appellent aux côtés de tous nos frères dans l'espace francophone et ailleurs, aux besoins d'assistance, et demandons instamment à ce que l'espace humanitaire et la population civile soient protégés partout et tout le temps. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt les discours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, lors de la 79e session de l'ONU. En ce qui nous concerne, nous, la société civile de la diaspora, nous sommes bien d'accord avec les présidents de la République lorsqu'ils demandent des sanctions ciblées à l'encontre des autorités rwandaises. Nous pensons aussi comme lui que l'armée rwandaise doit quitter notre sol immédiatement. Et nous encourageons les présidents de la République à persévérer dans la voie du multilatéralisme en vue de pouvoir trouver des solutions adaptées à la crise qui perdure dans notre pays. Par contre, nous sommes très inquiets et même perplexes lorsque le rapport mondial sur les objectifs de développement durable souligne que notre pays ne pourra pas atteindre les ODD d'ici à 2030. Cela veut dire que la situation sociale des Congolais qui s'empire de jour en jour ne va pas s'améliorer. C'est-à-dire que jusqu'ici, la gouvernance du président de la République n'a pas pu donner des satisfactions sur le plan social dans la vie quotidienne de nos compatriotes. Donc nous pensons qu'il doit changer de gouvernance, il doit maintenant penser à changer peut-être le gouvernement et en vue de pouvoir impulser un nouvel élan, donner un peu plus, encore plus d'espoir à nos populations. Pour tout dire, les discours du président de la République nous laissent sur notre faim. Voici ce qu'il y a lieu de retenir concernant la première audience qui a eu lieu à Arusha. Les juges de la Cour de justice de l'EAC ont eu une attitude d'impartialité et d'équité vis-à-vis des deux parties. Ceci est un bon signe pour la suite de la procédure. Les avocats du Rwanda étaient manifestement préparés à bloquer la procédure. Leur ligne principale de défense était notamment le rejet de tous les dossiers, tous les documents en français, notamment la procuration des avocats et les rapports des Nations Unies qui confirment la présence militaire du Rwanda en RDC. De là, ils ont postulé l'anéantissement total de la procédure, en commençant par demander à la Cour de ne pas permettre aux avocats de la RDC de prendre la parole car leur procuration posait problème. Ils ont dit à la Cour qu'ils étaient incapables de lire un document écrit en français, alors que le Rwanda est un pays francophone et qui dirige actuellement la francophonie. La Cour a demandé à toutes les deux parties, donc aux avocats, de plaider à charge pour la RDC d'introduire dans un délai de 24 heures la procuration des avocats établis en anglais.
Ferdinand Kambere, vous avez suivi ces différents Congolais, surtout Joseph Kamwanga qui revient un peu avec plus d'inquiétude en ce qui concerne les objectifs de développement durable d'ici 2030. Oui. Encore que la RDC a été la plus ignorée déjà à la francophonie, dirigée toujours par Mushikiwabo. Quand on cite les pays qui sont vraiment en quête de la protection de leurs frontières, on ne voit même pas la RDC. Vous parlez du discours du président parce que c'est passé. Macron. Pour aller à la campagne de leurs élections chaotiques, c'était difficile à la francophonie que Félix accepte de s'afficher aux côtés de Kagame. Maintenant, c'est ces choses qui s'est fait, alors qu'on est le plus perdant dans le processus de Luanda, qui sont en train de soutenir tous. Le cardinal a également salué quand même ce processus. Hein. Bon, je ne sais pas quels éléments il a, mais quand vous voyez en réalité, et moi je commence ce processus-là avant que Kabila, donc tous les triangles qui s'étaient formés pour contre Kabila, c'est les triangles qu'on appelle les processus de Luanda en réalité. Ce n'est pas pour rien que j'ai amené ce livre pour que les gens voient les bornes réalisées entre nous et le Rwanda. Dans ce livre-là, les bornes réalisées. Tout ça. Mais aujourd'hui, lorsque Félix lui soutient un processus qui maintient l'Est, alors que Kabila a réalisé tout ce travail, procès-verbaux, tous les James Kabarebe qui développent aujourd'hui des discours hégémoniques pour dire non, d'ailleurs, nous, le Rwanda doit avoir ses frontières. C'est quand même eux qui ont signé avec le gouvernement au temps de Kabila pour que ces bornes soient replacées là, parce que ce ne dépend pas de nous. À l'époque, c'était eux, les Belges et les Allemands qui signaient tous ces protocoles-là, pour ces frontières-là. Et que nous qui héritons ça, nous devons nous battre pour la sauvegarde, pour les conserver. Et regardez. Alors, ce sont les processus de Luanda. Les processus de Luanda qui nous maintiennent, où vous avez une partie de votre population. Est-ce qu'on peut être fier de ça? Le cardinal d'ailleurs l'a dit. Est-ce qu'on peut être fier où vous avez une population que vous abandonnez entre les mains des armées étrangères? Parce qu'il n'y a pas que les RDF et les M23. Il y a aussi la FC aussi. Il y a bon, je ne sais pas s'il y a quelle armée en dehors du M23. Aux allures de Joseph Kabila Kabangé. Hein, je ne sais pas. Quoi? Tu dis quoi? Comme le président. Donc vous êtes dans la confusion comme ceux qui nous dirigent ici. Félix Tshisekedi avait dit que l'AFC, donc c'est le citoyen le mieux informé, qui a toutes les informations. C'était une façon toujours de dédouaner dans cette affaire-là. Mais lorsqu'on voit que l'AFC n'est composé que des anciens proches de Joseph Kabila Kabangé, il n'y a pas d'inquiétude. N'est composé. Tu parles quand même en français, Madame Noëlla. Tu dis n'est composé quand on parle des anciens, c'est qui et qui? Enfin, on parle de quoi? On a vu plusieurs cadres du PPRD adhérer. Plusieurs, c'est combien? Quand vous allez les citer, vous n'allez citer que 2 ou 3. Mais beaucoup commencent par 2. Mais alors, comment vous pouvez dire que Nanga Nake? Vous parlez en français. Ce ne sont pas les journalistes qui l'ont dit, mais le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, lui qui gère les pays, qui a fait cette révélation que l'AFC, c'est Joseph Kabila Kabangé. Oui, c'était une façon, c'est ce que je suis en train de dire. Celui-là qui a dit hier. Les citoyens les mieux informés. Je te laisse alors parler d'abord. Non, allez-y, je voulais juste parce que c'est les citoyens les mieux informés. Lui qui a dit, lisez mes lèvres, pour une moindre escarmouche, je vais tirer sur Kigali. Ça a changé brusquement pour être Kabila. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il a dédouané Kagame. Il a dédouané les M23 pour montrer aux Congolais que votre ennemi, c'est plutôt Kabila. Kabila, lui, qui a fait tout ce travail-là. Entre la RDC et le Rwanda, tout ce travail-là, de bornage de la frontière, les frontières, les 22 bornes, les 5 bornes et les bornes intermédiaires, c'est Kabila, entre nous et le Rwanda. Et vous dites, bon, les FC-là, c'est Kabila. Laissez-moi poser. Laissez-moi finir cette histoire-là. Parce qu'il n'y a pas que le Rwanda, il y a l'Ouganda. Ils ont quel accord? L'accord de mutualisation des forces. Félix en parle. Les Ougandais, là, ils sont là pour le bonheur des Congolais. On ne tue plus les gens à Beni, à Lubero, à Butembo, à Nituri, depuis qu'ils ont un accord.
Vous l'avez vu dénoncer. Vous venez de mettre ici un extrait d'un procès. Ils sont allés à la cour à Arusha. C'est heureusement que je viens de suivre. Donc c'est la cour de l'EAC. Et là, on est donc en train de nous mettre dans quoi? De distraire les gens pour que, en réalité, cette occupation dure, qu'on fatigue la population de l'Est dans ce qu'ils croient, dans l'unité de la République démocratique du Congo. Maintenant, je le comprends. Donc, et ils ont trouvé que c'est cette cour-là, d'une EAC qui est déjà dénoncée par la majeure partie des Congolais, et c'est devant cette cour que vous allez accuser le Rwanda, comme vous allez accuser Jésus chez Dieu, pour espérer gagner quel procès? C'est ça la démarche. C'est ça la démarche. Ça veut dire que, imaginez si nous perdons ce procès-là. Parce que déjà, tel qu'ils sont en train de dire, avec tous les assises, plaider rapidement, mais avec tout ce qu'il y a eu comme observation de ce qu'ils appellent les avocats du Rwanda, imaginez si nous perdons ce procès-là. En réalité, donc, on est entré dans ce que lui avait dit qu'il veut déboulonner tout ce que Kabila a fait. Donc, tout ce travail fait entre la RDC et le Rwanda. C'est déboulonner tout ce que Kabila, les acquis de Kabila. Oui, parce que finalement, donc, c'est une démarche là. Bon, ils vont saisir la cour de l'EAC. Et ils disent que cette cour est indépendante. Les gens de ces régimes. Est-ce que nous espérons, parce que c'est des questions maintenant qu'on se pose, est-ce que nous espérons que devant l'EAC là, nous, on va encore être capable de demander à ces gens qui sont là de partir, lorsqu'on soutient le processus de Luanda à 100%? Nous sommes déjà à la fin de ce numéro. Alors Ferdinand Kambere, c'est quand même une inquiétude des Congolais. Pourquoi ce groupe rebelle de Corneille Nangaa ne reçoit que plus les anciens du PPRD? Non, là, je crois que c'est une blague. C'est une blague. Le silence, au fait. C'est une blague. Une blague. C'est une blague dont vous parlez. Parce que d'abord, avant que l'EAC ne soit, c'était d'abord le M23. Non, mais pourquoi cette question vous met mal à l'aise? Non, ça ne peut pas me mettre mal à l'aise. Les gens qui les ont appelés ici, je voudrais plutôt que vous compreniez, ou que ceux qui nous suivent comprennent à travers votre question, que les M23, qui les a invités ici? Lorsqu'on a défait les M23, madame, à 2011-2012, c'est ce travail, je vous ai dit qu'on a signé, Kabila a obtenu l'accord cadre d'Addis Abeba. À 2014, le travail de cette commission pour qu'on matérialise les frontières à ce que-là a été fait. Tous les procès verbaux. On n'avait pas touché là où il fallait toucher. Pardon? En 2021, lorsque les M23 étaient défaits, on n'avait pas touché là où il fallait toucher. C'est ce que certains disent. C'est ce que le régime ici défend. Donc, c'est ce régime ici qui est l'avocat du M23. C'est faux. Vous n'avez pas défait les M23. C'est comme ça qu'ils les ont défaits. Ils ont signé de nouveaux accords. Est-ce que ces nouveaux accords-là ne vont pas aller à l'encontre de tout ce que nous avons dans ces livres? Dans ces livres de Chibangu. Que faut-il faire aujourd'hui pour une paix? Enfin, c'est une trahison, comme je suivais l'autre Alain. Si c'est vraiment le jour où on va finalement découvrir les accords signés à Kigali depuis que Félix, tous les accords signés par ces régimes, depuis qu'ils sont au pouvoir, si ça ira à l'encontre de tout ce qui avait été déjà fait pour la souveraineté, la sauvegarde de notre territoire national, c'est grave. Alors que faut-il faire aujourd'hui pour que la paix soit restaurée dans l'Est de la RDC et que les territoires sous occupation aujourd'hui soient récupérés? C'est à nous que vous le demandez. Nous avions demandé que ceux qui ont trahi les pays démissionnent. Et donc, nous continuons à réitérer. Pardon? Vous voulez le départ du régime Tshisekedi? Nous ne voulons. Vous voulez donc le départ du régime Tshisekedi? Mais il faut qu'ils partent. En tout cas, s'ils ne veulent pas partir maintenant, que comptez-vous faire pour les faire partir? Il y a la Constitution à 2028, ils doivent partir. Voilà pourquoi nous disons, touche pas à ma Constitution. Vous l'avez dit hier, quand c'était Kabila. Ne croyez pas que ça sera le contraire. Mais bien sûr, c'est si simple. Parce que ces compromissions-là, où tout le temps vous êtes attaché à l'EAC, vous êtes attaché au M23. Vous êtes le premier à défendre, à démontrer que Kabila n'a pas défait les M23. Vous les avez invités. Finalement, ils sont là. L'Ouganda est là. Finalement, c'est leur coup que vous chérissez. Alors là,
C'est le pays qui est trahi ou quoi? Alors, Ferdinand Kambere, c'est complètement fini, mais en un mot, donnez-nous quand même la position du PPRD face à la candidature de la RDC au poste des membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période de 2026-2027. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour que finalement même tout ce qui est à l'est là tombe. Les bornes ici, on va les détruire. Hein. Si vraiment Félix continue à gérer les pays dans les voyages à Hongrie et tout ça, il ne s'occupe même pas de la population qui est là, de nos frontières. Il ne s'en occupe plus. Il nous laisse dans ce processus de Luanda là. Pour faire quoi là-bas? Non, vous ne voulez pas de la diplomatie? C'est ça la diplomatie chez eux, c'est abandonner une partie du territoire entre les mains. On a même suivi, je ne sais pas si c'était un ministre français qui a dit qu'il y a des gens qui doivent être renvoyés de Mayotte jusqu'en RDC. Qui sont ces gens? Finalement, c'est devenu quoi? La RDC est devenue une poubelle. On est allé même solliciter Kagame qui sollicitait les Afghanistan qui devaient venir de Londres et tout ça. Et là aussi, il fallait les amener en RDC. Oh, qui leur a dit que l'Est est là, il n'y a personne, ça n'appartient à personne, on peut y envoyer les gens comme on veut. Qui leur a dit ça? C'est quand même grave, ce processus de Luanda là. Moi, je l'appelle toujours un processus nébuleux, inventé de toutes pièces pour satisfaire Macron, Kagame et Lorenzo. Et la communauté qui soutient ça. Et non pas pour l'intérêt du peuple congolais. C'est la souveraineté du peuple congolais. C'est pour ça que nous nous battons. C'est cet héritage, finalement. Si nous ne savons plus nous battre pour le protéger, et nos enfants seront où? Les générations futures seront où? Certains Congolais estiment que le PPRD ne peut pas se mettre en donneur de leçons. Bon, c'est des pauvres gens qui sont au pouvoir et qui croient. Vous savez, la conception du pouvoir, que les gens qui disent comme ça, c'est toujours la conception du gâteau. Ils ont la conception du pouvoir comme un gâteau. Ils ont pouvoir nabiso. C'est notre temps de le bouffer. Nous devons rentrer dans les valeurs républicaines. Lorsque vous êtes au pouvoir, c'est pour servir le peuple, c'est pour servir le pays. Et non dire je suis au pouvoir, laissez-moi, je n'ai qu'à faire de ce que disent les opposants, la société civile, que les gens, ce n'est pas mon problème, mais c'est mon pouvoir. Et j'en fais ce que je veux. Alors non, ça c'est une mauvaise conception qui est venue de l'IDPS et pas du PPRD. C'est complètement fini. Vous avez quelques minutes pour vous adresser quand même à cette population qui a eu le plaisir de vous suivre ce dimanche. Noëlla, nous disons à cette population vaillante, patriotique, ne vous laissez pas berner par des discours mensongers. Ça fait maintenant la 4e année que nous n'avons plus une partie du territoire national, mais de la façon dont le pouvoir est en train de prendre des programmes, hein, tantôt c'est processus de Luanda, tantôt nous sommes au tribunal à Arusha, et le même tribunal pro-Kagame, pro-Museveni, on doit rester vigilant. Kabila a laissé des bornes. Les premières bornes, c'était la Constitution. Nous n'aurons plus de dictateurs avec ça. Tu peux bien tricher aux élections, tu n'auras qu'un mandat. Mais le mandat, quand tu l'as, travaille pour le peuple. Parce que le peuple, s'il n'est pas satisfait, il peut aussi s'élever en vertu de l'article 64. Mais s'il ne s'élève pas, mais la dernière borne de limitation de mandat, c'est 2 mandats. Et après, tu prends tes affaires, tu t'en vas. Les autres bornes, par rapport à l'affaire de Rwanda, ceux qui peuvent acheter, qu'ils achètent. Les bornes ont été placées par Kabila. Lorsqu'il a défait les M23 et qu'il a eu l'accord cadre de 2013 d'Addis Abeba, le travail de délimitation ou de placement ou de construction des bornes à la frontière, décidé depuis 1911, c'est Kabila qui l'a fait. En 2014, le travail est matérialisé sur le terrain 2015, 2017, et les 2 ministres, et de la RDC et du Rwanda, ils ont réussi ça. Merci. Un président ne peut pas venir aujourd'hui pour, comme ça, dire je viens déboulonner tout ce qui a été fait. C'est pas normal. Merci bien, Ferdinand Kambere. Je rappelle que cet ouvrage est de Tchibango Kalala. En tout cas, je l'ai acheté hier. Ceux qui veulent l'acheter, La ils peuvent l'acheter. République démocratique du Congo et ses 11 frontières internationales. Vous l'avez acheté où? C'était au même livre. Voilà, donc vous pouvez vous on ne y fait rendre. pas du marketing, Ouais. mais on fait l'exaltation de la science. Quelqu'un qui écrit, il faut le respecter.
Tu vois, le volume. Il faut lire pour apprendre. Ah, il faut lire. Il ne faut pas avoir peur du volume, il faut lire. Alors, merci beaucoup. Je rappelle que notre invité de ce jour, Ferdinand Kambere, nous vient de la famille politique de Joseph Kabila Kabange, ancien président de la RDC. Il est secrétaire permanent adjoint du PPRD, ancien ministre de l'Emploi, Travail et de la Prévoyance sociale en République démocratique du Congo. Merci d'avoir répondu à nos questions, avec le plaisir de vous retrouver prochainement. Merci Noëlla, c'est tout pour avoir insisté aussi. Merci bien. Alors, madame, messieurs, je ne cesserai de le dire que Info 7 est une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Merci de nous avoir suivis et merci de nous retrouver sur nos différentes plateformes numériques. Et surtout, n'hésitez pas de continuer à nous envoyer vos questions, vos préoccupations. La porte de Congo Web Télévision, Info 7, reste grandement ouverte. Et bien, c'est l'heure. On se retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro de Info 7. Au revoir.